Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à la Cité du Vin pour cette conférence. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir une conférence des vendanges du savoir, pilotée par l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne. Donc ce soir, nous accueillons une conférence sur les micro-organismes, la controverse sur les micro-organismes de terroir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Nous sommes également en ligne et en direct sur Zoom. Bienvenue à tous vous qui nous suivez depuis chez vous. Vous avez aussi la possibilité, comme vous en salle, de poser des questions à l'issue de la conférence. Après l'intervention, vers 20h, vous avez la possibilité de poser vos questions sur Zoom que nous retransmettrons aux intervenants pour qu'ils puissent vous répondre. Donc n'hésitez pas. Et je laisse la parole à Gilles de Revel pour vous présenter les intervenants et cette soirée. À tout à l'heure. Merci Mélanie. Bonjour et bonsoir à vous. On est tellement heureux d'être ensemble, tellement heureux d'être à la Cité et tellement heureux de relancer donc ce cycle des vendanges du savoir pour la 5e année et avec grand plaisir. On avait donc inauguré la saison il y a quelques temps donc à l'Université de Bordeaux et nous retrouvons nos conférences à la Cité du Vin. Et vraiment merci à toute l'équipe de la Cité du Vin pour cette organisation en direct et en plus en lien avec Zoom vers tout l'extérieur et loin et éventuellement, et puis le podcast qui est important pour tout le monde, soit pour revoir les conférences, soit pour retrouver une conférence qu'on n'avait éventuellement pas pu suivre. Donc n'hésitez pas, sur le site de la Cité du Vin, sur le site de l'ISVV, tous les podcasts depuis 2 ans maintenant, et 5 ans maintenant, et les vidéos depuis 2 ans. Alors, nous allons bien sûr parler de micro-organismes, mais juste un petit clin d'œil tout de même sur les conférences qui arrivent très prochainement. En décembre, c'est la responsabilité sociale des entreprises qui va nous intéresser, notamment vue par un juriste, notre collègue Ronan Raffray. Et puis, on aura encore des conférences en suivant, en février, mars, avril. Regardez le programme. Je pense que tout cela sera d'un intérêt, et évidemment, toujours avec notre idée multidisciplinaire, et avec des intervenants de qualité, bien sûr, et éventuellement de l'extérieur, puisque nous accueillerons avec très grand plaisir nos collègues de Geisenheim en Allemagne, nos collègues de Clermont-Ferrand, nos collègues de Strasbourg. Donc, véritablement, une belle brochette, je dirais, et surtout un beau programme. Alors, ce soir, nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui nos collègues de l'ISVV, professeur à l'ISVV, Isabelle Masneuf-Pomarette qui est œnologue, professeur à Bordeaux Sciences Agro, chercheur à l'ISVV et évidemment chercheur en microbiologie, spécialiste des levures, mais pas que. Elle va nous parler et avoir en écho, bien sûr, l'intervention de Patrick Lucain, professeur de microbiologie à l'ISVV également. Il est également directeur ou futur directeur du laboratoire d'énologie, et Isabelle Masneuf dirige la recherche depuis quelques années maintenant à Bordeaux Sciences Agro. Donc vous êtes en bonne main avec nos collègues spécialistes de microbiologie qui vont, je pense, assurer véritablement un vrai dialogue avec vous sur l'idée des micro-organismes de terroir. Alors je ne vais pas introduire, puisque Isabelle a certainement prévu une introduction sur cet état des lieux, mais c'est évidemment, et je pense que c'est pour ça que vous êtes nombreux ici et nombreux en Zoom, parce que l'idée nous intéresse. L'idée intéresse le grand public, l'idée intéresse les professionnels, et donc la controverse est ouverte. Je vous laisse la parole avec tous nos remerciements au nom du comité d'organisation des Vendanges du Savoir. Merci d'avoir accepté et de réaliser cette conférence. À tout à l'heure. Merci Gilles pour cette introduction. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Alors, merci Gilles et merci au Comité des Vendanges du Savoir pour cette invitation à parler de ce sujet passionnant qui lie la géographie et le goût du vin que l'on va aborder ce soir au travers du prisme de la microbiologie.
Alors, cette conférence, elle va être réalisée à 2 voix. Je m'excuse par avance pour la mienne qui est un peu faible ce soir. Et donc, je démarrerai avec la question est-ce qu'il existe des terroirs microbiens? Donc, je me situerai à l'échelle des communautés microbiennes qui existent dans l'environnement. Et puis ensuite, Patrick prendra le relais pour évoquer la question des micro-organismes de terroir plutôt à l'échelle de l'individu, de la souche, de l'espèce. Alors, le concept de terroir est un concept très important en viticulture puisqu'il relie les caractéristiques sensorielles des vins et les conditions environnementales dans lesquelles sont produits le raisin. Donc, ce concept de terroir inclut différents facteurs au sein desquels on va trouver les facteurs naturels, comme par exemple la géologie, le sol, le climat, mais également des facteurs humains, en particulier, qui vont impacter les pratiques culturales, les choix concernant les pratiques œnologiques, mais également l'histoire du domaine, l'histoire du cru. Alors, bien évidemment, ces différents facteurs interagissent les uns avec les autres, et on voit tout de suite l'importance du facteur sol, notamment, dont il va être question ce soir. Et au niveau du sol, la vie biologique du sol, malheureusement, a jusqu'à présent un peu été boudée par les scientifiques, et notamment le rôle de la composante microbienne sur la croissance de la plante qui a été peu abordée ces dernières années au niveau des études scientifiques. Alors pourtant, ces micro-organismes, ils jouent un rôle très important dans l'environnement, puisqu'on va les retrouver dans les différents compartiments. Déjà au niveau du sol, ils sont présents dans les premiers horizons, dans les 50 premiers centimètres de sol, et ils vont être impliqués dans ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques, c'est-à-dire le métabolisme de l'azote, du carbone, du soufre, qui vont avoir des conséquences sur la croissance de la plante. Ensuite, on va les retrouver au niveau de la rhizosphère, qui est cette fraction du sol qui est au contact des racines, là où vont se faire des échanges très ténus, très importants, entre le sol et la plante. On va les retrouver également dans les parties aériennes, alors soit sous forme, ce qu'on appelle d'endophytes, c'est-à-dire qu'ils vont être dans les plantes associés aux différents tissus, mais ils sont également présents à la surface des plantes, à la surface des différents organes. Et cet ensemble de micro-organismes vont contribuer à la croissance et à la santé des plantes. Enfin, à maturité, sur la baie de raisin, ce compartiment, ce fruit, va être à l'origine et va être la première source d'inoculum pour les micro-organismes fermentaires que l'on va retrouver dans le mou de raisin, où va avoir lieu le siège des fermentations, bien sûr indispensable à l'élaboration des vins. Alors, ces micro-organismes, dans cet environnement, ils sont disséminés, puisqu'on est dans un système ouvert. Donc, on va avoir des vecteurs de dissémination de ces micro-organismes à différentes échelles. D'une part, au niveau échelle locale, échelle régionale, par le vent, par les insectes, sur des plus grandes distances par les oiseaux, et par l'homme, bien sûr. Et puis également à une échelle plus fine, à l'échelle intraparcellaire, au niveau du pied de vigne, on va avoir des échanges entre les différents compartiments, que ce soit la grappe, la phylosphère, c'est toutes les parties aériennes de la plante, le tronc, la rhizosphère et le sol. Et des travaux récents mettent bien en évidence qu'il existe des communautés microbiennes partagées entre le sol et la baie de raisin. Par la suite, au moment de la récolte, le vinificateur va intervenir et là va se produire une sélection extrêmement drastique de ces micro-organismes. On va assister à une chute importante de leur diversité par la main de l'homme. Et cette chute de diversité est du fait qu'il va y avoir un changement profond de la composition du milieu dans lequel se trouvent ces micro-organismes. Ils vont passer de l'environnement un milieu qui est le mou de raisin, qui est extrêmement riche en sucre, pour lesquels l'acidité est plutôt faible, il y a peu d'oxygène, il peut y avoir une addition de dioxyde de soufre, et cette transformation brutale d'un milieu à l'autre, de l'environnement dans le mou de raisin, va avoir pour conséquence une sélection des micro-organismes les plus adaptés à l'environnement et ceux qui seront capables de réaliser les transformations au cours des fermentations.
Vous avez ici un exemple de résultats qui ont été obtenus en Nouvelle-Zélande, où on voit que entre le jus de raisin et le mou en fermentation, on a une diminution et un changement drastique de la diversité microbienne au profit en fermentation d'une espèce qui est dominante, qui est Saccharomyces cerevisiae, qui est une levure, qui est notre levure phare, la star des fermentations alcooliques du mou de raisin. Les travaux actuels montrent également que la baie de raisin n'est pas la seule source d'inoculum des micro-organismes pour réaliser les fermentations, mais la cave contribue également à ensemencer le mou de raisin, puisqu'il a été montré qu'entre deux périodes de campagne de vendange, les micro-organismes fermentaires sont capables de résider dans l'environnement, à la surface des équipements, à la surface du matériel, et contribuent également à ensemencer le mou de raisin. Donc, on a ces deux sources d'inoculum des micro-organismes, l'environnement, le raisin, mais également le chai et la cave. Alors, on en vient à ce fameux concept de terroir microbien et à sa genèse. Alors, nous sommes en fin 2013 et en Californie, un chercheur qui travaille avec David Mills, qui est un chercheur réputé en microbiologie du vin, rédige une publication scientifique suite aux travaux qu'il a menés pendant 3 ans, où il s'est évertué à collecter dans toute la région californienne un certain nombre d'échantillons de mou de raisin, pas loin de 273 échantillons, avec comme objectif de répondre à la question suivante: est-ce que lorsque l'on collecte des échantillons de mou de raisin dans différentes régions, on peut mettre en évidence que l'on a des communautés microbiennes différentes associées à ces régions de production? Alors, pour mener à bien ces travaux, il a mis en œuvre des nouvelles méthodes d'analyse des micro-organismes qui sont non pas basées sur des approches pasteuriennes classiques de mise en culture des micro-organismes au laboratoire, mais qui sont basées sur l'analyse de leur ADN. Donc, par la présence de cet ADN, on va attester de la présence de ces micro-organismes au sein de la communauté. Alors, ces méthodes nouvelles, innovantes, sont très intéressantes parce qu'elles permettent d'avoir une approche globale de la diversité microbienne avec une profondeur d'investigation très importante et d'avoir une vision très large de cette diversité microbienne. Au travers de ces travaux qui s'apprêtent à publier dans une revue américaine qui s'appelle PNAS, pour Proceedings of National Academy of Science, eh bien, il montre qu'en fonction de la zone de production, de la région de production, ici il a étudié la Central Coast, la Sonoma et la Napa Valley, eh bien, on a des communautés microbiennes différentes. Il pose le concept de ce qu'on appelle la biogéographie et il montre que ces communautés microbiennes seraient différentes en fonction du climat, de l'année, mais également du cépage, ce qui conduit logiquement à cette notion de terroir microbien, et il pose hypothèse que ce terroir microbien pourrait avoir des conséquences sur les caractéristiques régionales des vins. Peu de temps après, en janvier 2014, une deuxième équipe de recherche, cette fois-ci qui appartient à l'Université de Chicago et qui travaille dans le département d'écologie et d'évolution, publie également un article scientifique qui s'appelle un commentary, toujours dans la même revue américaine, PNAS. Alors, ces chercheurs ont eux-mêmes finalisé des travaux de recherche concernant la microbiologie au niveau du vignoble, et ils ont participé à un vaste programme de recherche qui s'appelait Earth Microbiome, le microbiome de la Terre, et dans lequel cette équipe s'est particulièrement intéressée au microbiome associé au système vitivinicole. Et donc, ils ont montré également, ils ont étudié le compartiment microbien à l'échelle du vignoble, dans différents compartiments, et ils appuient ce concept de terroir microbien, et ils vont plus loin dans les hypothèses sous-jacentes. Notamment, ils imaginent qu'en inoculant certains microbes du sol sur le raisin, on pourrait reproduire un vin de terroir en tout lieu, initialement, qui pourtant n'est pas apte à produire un vin de terroir. Il pose également l'hypothèse que des bactéries et des champignons qui sont associés à différents compartiments de la plante et même le sol pourraient
joue un rôle significatif au niveau des caractéristiques sensorielles des vins, au niveau de la couleur, au niveau de la flaveur du vin. Avec ces deux papiers un peu fondateurs, un scientifique et ce commentaire qui vient renforcer cette idée, le concept de tiroir microbien est né au sein de la communauté scientifique. Alors, par la suite, la communauté scientifique, justement, a manifesté un très grand intérêt pour le sujet. On voit ici un grand nombre de publications qui sont sorties dans les pays anglo-saxons, mais également en Europe. Et on voit également, en particulier depuis 2015, depuis 2019, vous voyez, une augmentation assez importante du nombre de publications dans lesquelles on retrouve ce mot-clé terroir microbien qui est sorti par an. Ce que l'on voit aussi apparaître, c'est qu'un certain nombre de papiers sont des papiers qu'on appelle, nous, dans notre jargon de scientifiques, des papiers de review. C'est-à-dire que ce sont des papiers qui font l'état de l'art de l'existant en matière de découverte scientifique et qui peuvent apporter un regard nouveau, soit en remettant en question les résultats, soit en posant des perspectives de travail qui seraient intéressantes de mener. On voit également apparaître des opinion papers, c'est-à-dire des papiers qui ouvrent le débat concernant l'existence de micro-organismes associés au terroir et qui posent un certain nombre de questions. La controverse démarre. Alors, on a choisi avec Patrick de sélectionner un certain nombre de questions scientifiques sur lesquelles il y a un débat actuellement au niveau de la communauté scientifique concernant ce concept de terroir microbien. La première donnée scientifique, c'est celle qui a montré qu'il existe des communautés microbiennes différentes selon la géographie. Alors, effectivement, c'est le cas pour des travaux qui ont été conduits à l'échelle de la région. Ces travaux principalement ont été conduits dans des pays anglo-saxons comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, mais on sait très bien qu'en Europe et également en France, l'échelle d'études pour le terroir et pour le terroir microbien devrait être restreinte, notamment à l'échelle de l'appellation ou à l'échelle du cru. On sait très bien que, par exemple, en Bourgogne, on a la notion de climat qui implique des parcelles de vignes très proches, distantes de quelques mètres, qui peuvent produire des raisins très différents et des qualités de vin également distinctes. Et à Bordeaux, on sait très bien qu'à l'échelle d'un même domaine, on a des zones où la nature du sol est différente et le microclimat est différent. Donc, il serait opportun dans ces travaux de déplacer les projets à venir et non seulement d'étudier à l'échelle de la région, mais aussi à l'échelle de l'appellation, à l'échelle du cru, qui est finalement en lien avec les propriétés sensorielles des vins plus pertinentes. Autre question que l'on peut poser, c'est la stabilité de ces différences biogéographiques dans le temps. Là, il est question de terroir microbien, de terroir. Quand on pense au terroir, on pense à des facteurs de l'environnement qui sont stables dans le temps, que ce soit la nature du sol, le climat. Et il est légitime de poser la question de la stabilité de ces différences au niveau des micro-organismes d'une région à l'autre dans le temps, puisque dans la plupart des cas, les publications rapportent des travaux et des résultats sur l'échelle de 2 ou 3 années d'études. Donc, il pourrait être intéressant de poursuivre ces travaux sur une plus longue période. Et enfin, certains chercheurs abordent l'analyse des micro-organismes par non pas la diversité en termes de nature des micro-organismes présents, mais également en termes de diversité fonctionnelle, c'est-à-dire le rôle de ces micro-organismes dans l'environnement. Et certains travaux montrent qu'un changement de diversité des communautés microbiennes n'est pas toujours associé à un changement des fonctions. Autrement dit, d'une région à l'autre, on peut montrer qu'il y a des communautés microbiennes différentes, mais il est possible que ces communautés fonctionnent de la même manière et jouent le même rôle au niveau de la croissance de la plante ou du fonctionnement du sol, par exemple. Autre question qui nous a alertés dans cette controverse, il s'agit du rôle du sol comme réservoir de micro-organismes qui vont coloniser les baies. Effectivement,
les travaux attestent que les micro-organismes qui sont présents dans le sol peuvent être retrouvés à la surface de la baie ou dans la baie au moment de la maturation et à maturité. Néanmoins, là aussi, il y a des travaux qui montrent qu'un changement du microbiome du sol associé à des changements de pratiques culturales, par exemple un travail du sol ou une pratique de l'enherbement, n'est pas forcément associé avec un changement au niveau du microbiome de la baie. Ce qui pose la question quand même de la relation entre ces deux compartiments en termes de micro-organismes. De même que les microbiologistes que nous sommes avec Patrick savent bien que les micro-organismes de l'environnement ont très peu de chances à survivre au cours des fermentations, puisqu'ils sont peu adaptés à cet environnement qui, je l'ai dit, est relativement stressant et constitue un changement brutal. Donc il y a très peu de chances pour que les micro-organismes de l'environnement puissent être retrouvés en fermentation et responsables des fermentations et des caractéristiques en suivant sensorielles des vins. Enfin, en termes de perspective de travail, il manque certainement une démonstration formelle de la relation fonctionnelle qu'il y aurait entre le microbiote du sol et le microbiote de la vigne au sein d'un vignoble et le caractère distinctif du vin qui est produit. Dernier point qui, là aussi, a soulevé notre attention, c'est cette idée qu'en termes de paramètres du terroir, facteurs du terroir, les micro-organismes du terroir dans l'environnement pourraient contribuer aux distinctions sensorielles des vins. Alors, ce même chercheur qui avait publié ses premiers travaux en 2014 a publié un deuxième article en 2016 où là, je dirais, il enfonce un peu plus le clou dans sa logique, dans sa théorie de terroir microbien. Et dans ce deuxième papier, il montre qu'il existerait des corrélations statistiques entre les profils microbiens qu'il a obtenus dans les mots de raisin et les profils métaboliques des vins, qui pourraient expliquer des différences régionales. Et il émet l'hypothèse que la composition microbienne des grappes de raisin permettrait de prédire la composition chimique du vin, de sorte que cette composante microbienne deviendrait une caractéristique aisément quantifiable au niveau du terroir. Alors, la controverse et la question qui est posée ici, c'est que ces travaux sont basés essentiellement sur l'analyse de l'ADN des micro-organismes. Or, ces profils d'ADN ne permettent pas de différencier les micro-organismes en fonction de leur état physiologique et de distinguer les micro-organismes selon qu'ils sont vivants ou morts dans le système. Autrement dit, ces méthodes de séquençage au débit peuvent très bien détecter de l'ADN, mais qui ne sera pas forcément associé à un micro-organisme vivant, fonctionnel dans le système. On pourra également, avec un certain risque, détecter des micro-organismes qui ne seront peu actifs ou carrément morts dans le système. De là, une approximation, évidemment, dans la mise en relation des données de caractérisation de micro-organismes par l'ADN et les caractéristiques chimiques des vins qui sont associées. Enfin, il faut bien souligner que dans cette caractéristique et dans ce concept de terroir microbien, il y a la dimension caractérisation sensorielle des vins. Et là, l'œnologie bordelaise sait bien que le lien entre caractéristiques chimiques et caractéristiques sensorielles est un chemin relativement sinueux et qui n'est pas forcément direct. Là où je veux en venir, c'est que dans ces publications qui mentionnent le terroir microbien, l'impact sur les caractéristiques sensorielles des vins, il n'y a pas toujours d'analyse sensorielle associée. Il y a des bilans chimiques qui sont réalisés, mais il serait intéressant et opportun dans l'avenir de pouvoir associer dans ces publications scientifiques un travail rigoureux de caractérisation sensorielle pour vraiment confirmer cette composante microbienne qui joue un rôle dans le terroir microbien et son impact sur les caractéristiques sensorielles des vins. Voilà, donc on le voit, ces travaux sont très importants. Ils ont permis de mieux comprendre le rôle des facteurs de l'environnement sur les caractéristiques des micro-organismes qui sont présents
Il reste encore beaucoup de travail à faire et probablement, plutôt que de s'évertuer à démontrer un rôle direct de ces micro-organismes de l'environnement sur les caractéristiques du vin, d'aller plutôt rechercher le rôle indirect qu'ils pourraient jouer en impactant la croissance de la plante, la santé de la plante et éventuellement les caractéristiques des raisins qui eux-mêmes pourraient être à l'origine de caractéristiques régionales sensorielles pour les vins. Alors, je vais céder la parole à Patrick, qui va maintenant vous parler, changer d'échelle et vous parler des micro-organismes de terroir, plutôt à l'échelle de l'espèce et de la souche de l'individu. Merci pour votre attention. Bonsoir à tous et merci Isabelle pour la première partie. Donc je vais prendre la suite. On avait découpé cette controverse en deux questions, donc je ne vous les relis pas. Vous avez compris que moi je vais prendre une deuxième partie, c'est-à-dire je vais vous parler des micro-organismes, savoir est-ce que ces micro-organismes-là, est-ce qu'ils seraient adaptés au terroir, est-ce qu'il existe des micro-organismes de terroir finalement. Isabelle a pris la première partie pour vous décrire les différents terroirs et savoir est-ce qu'il y a des terroirs microbiens. Bien, moi, je prends le contresens de ça, je le prends dans le sens inverse, et puis on va regarder les micro-organismes. Alors, pour bien comprendre, pour bien faire la différence entre nos deux parties, il faut voir que pourquoi est-ce qu'on vous parle de micro-organismes de terroir ou de terroir microbien aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont apparues, comme Isabelle l'a signalé, vers 2010, 2015, tout ça, ça a explosé, des technologies d'analyse de l'ADN. Isabelle en a montré une, on a utilisé une dans ses travaux, qui est une technologie qu'on appelle l'analyse métagénomique. Cette analyse métagénomique, elle a un très très gros avantage, c'est qu'à partir d'un échantillon d'environnement, de sol, de plantes, ce que l'on veut, on va pouvoir extraire de l'ADN et identifier en une seule analyse des milliers, des centaines de milliers ou des millions de micro-organismes qui sont présents dans cet échantillon. On va pouvoir tous les étiqueter et les quantifier, savoir combien est-ce qu'il y en a. Donc ça, c'est absolument fabuleux. On n'avait pas du tout ce type de technologie-là avant 2010 à peu près, 2010-2015, et là, ça a explosé dans le secteur vigneron en termes d'utilisation. Mais il y a un très gros inconvénient à cette analyse métagénomique, c'est qu'en termes d'identification des micro-organismes, elle est vraiment peu précise. C'est-à-dire qu'elle va permettre d'identifier au mieux au niveau de l'espèce. Donc le micro-organisme, on va savoir de quelle espèce il appartient, mais on n'en saura pas plus. Alors pour vous donner un exemple, là, ceux qui sont dans la salle ici, nous appartenons tous à l'espèce Homo sapiens. Et si on faisait une analyse métagénomique, voilà, on extrait tout notre ADN, on prend un échantillon de cet amphithéâtre, tout l'ADN de nous tous est extrait, analysé. Cette analyse, cette méthode, elle va dire quoi? Elle va dire, il y a de l'Homo sapiens ici. Elle n'ira pas du tout dire, il y a du Patrick Lucas, ou il y a vous ou vous autres. Elle est vraiment très peu précise, elle ne donne pas une information pertinente sur qui sont vraiment les micro-organismes qui sont présents dans l'échantillon. Donc il y a un deuxième type d'approche, nouvelles approches d'analyse qui est arrivée à peu près à la même période, peut-être même un petit peu avant, qui sont des analyses génomiques. Alors, on avait aussi des outils génétiques, hein, comme c'est indiqué ici, ça existait depuis longtemps. Depuis les années 80, 90, c'était bien développé, ça avait été beaucoup utilisé, on les utilise encore énormément aujourd'hui, plus des analyses génomiques. Alors, elles ont l'avantage exactement inverse et l'inconvénient exactement inverse à la précédente. L'inconvénient de cette méthode, ou de ces méthodes-là, c'est qu'il faut déjà choisir le micro-organisme que l'on va analyser. Donc, par exemple, si je reviens sur la salle, eh bien, on va analyser Homo sapiens, et en particulier celui qui est présent dans cet amphi. Mais cette méthode-là, donc ça c'est très, très limité, parce que si on voulait analyser d'autres organismes vivants présents dans la pièce, là, si on avait des chiens, des chats, bon, c'est pas autorisé, mais s'ils étaient présents, on ne pourrait pas les analyser par cette méthode, puisqu'il faut choisir une espèce. Donc, on choisit Homo sapiens. Par contre, là où cette méthode est extrêmement intéressante, c'est qu'elle permet d'identifier chaque individu et de voir les différences de tous les individus par l'analyse de leur ADN. Et elle permet aussi de retracer tous les liens
évolutif, phylogénétique. On appelle ça phylogénétique, mais pour nous, ça serait par exemple le lien généalogique de chacun d'entre nous. Tous, entre nous, on pourrait se positionner les uns par rapport aux autres d'après notre évolution. Donc, deux méthodes totalement différentes. Maintenant, donc, quel micro-organisme on va analyser avec cette deuxième méthode, celle qui permet d'analyser les espèces? Alors, on avait deux choix, soit analyser les micro-organismes qui sont présents au vignoble. La difficulté, c'est qu'il y a une très très grande diversité de micro-organismes environnementaux dans les vignobles qui ne participent pas directement à la qualité, aux caractéristiques du vin, aux propriétés du vin. Ils ne participent pas à la vinification. Ce sont des micro-organismes qui sont associés au sol, à la plante, mais qui meurent, comme l'a dit Isabelle, qui meurent dès qu'elles sont présentes dans le mou ou en cours de fermentation alcoolique. Elles ne résistent pas au vin. Donc ces espèces-là, finalement, nous intéressent peu parce que leur impact sur les propriétés du vin, sur sa perception, sur ses qualités, vont être faibles, voire négligeables, complètement inexistantes. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ce sont plutôt les espèces qui se développent dans le vin et qui vont en avoir un impact sur la qualité. Donc il y a trois types de micro-organismes, trois catégories sur lesquelles on va pouvoir travailler et sur lesquelles on s'est penché. Premièrement, les levures que l'on appelle non-Saccharomyces, ça veut dire autre chose que Saccharomyces. Il y a beaucoup d'espèces, là je vous en cite seulement trois, mais il y en a beaucoup d'autres. Torulaspora delbrueckii, Mechnikovia pulcherrima, Lachantia thermotolerans. Ces espèces-là, elles sont présentes dans le mou pendant les premiers jours de la fermentation alcoolique, mais en général, elles ne résistent pas très bien à l'augmentation de la teneur en éthanol, donc elles vont disparaître pendant la fermentation alcoolique. Mais tant qu'elles sont là, elles ont un impact sur la qualité du vin qui est réel. Elles vont vraiment moduler la qualité par différents métabolismes, différentes transformations qu'elles sont capables de faire. Le deuxième type de micro-organismes, ce sont les levures, cette fois-ci les Saccharomyces. Les Saccharomyces, ce sont les levures qui font les fermentations, qui vont transformer le sucre en alcool. Donc il y a deux espèces, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces uvarum, et puis comme ce sont des levures qui font de la reproduction, qui peuvent se croiser, elles peuvent générer des hybrides qui, eux aussi, sont présents dans le vin et qui peuvent faire des fermentations. Et il y a un troisième type de micro-organismes. Alors, ce n'est pas des levures, cette fois-ci, ce sont des bactéries lactiques. Et ces bactéries, elles interviennent pour faire une deuxième fermentation dans le vin. Alors, en général, lorsque la fermentation alcoolique est terminée, en général, pas tout le temps, elles peuvent le faire parfois en simultané. Cette deuxième transformation, elle est importante également pour moduler la qualité du vin. On la provoque, on la souhaite dans tous les vins rouges et dans un certain nombre de vins blancs pour vraiment améliorer la qualité du vin, qualité gustative, et les arômes du vin. Donc, ces bactéries, l'espèce Eunococcus honi en particulier, puisque c'est pratiquement la seule espèce qui se développe à ce stade-là, sont importantes dans le vin. Et donc, on va les analyser. Si on veut savoir si ces micro-organismes, les souches, c'est-à-dire les individus de chacune de ces espèces qui sont dans chacune de ces espèces, si ce sont des souches de terroir, eh bien, on va analyser les souches de toutes ces espèces-là. Alors, comment on s'y prend pour faire ces analyses? Je suis un petit peu vite. La procédure rapidement en 3 étapes. Tout d'abord, il faut collecter un certain nombre de souches de l'espèce qui nous intéresse. Alors, il y a deux solutions. Soit on sait qu'elles sont déjà présentes dans des collections de laboratoires, donc on contacte tous les laboratoires qui en possèdent, et puis on se fait notre propre collection. Soit on va les isoler, donc on prend des échantillons de vin en cours de fermentation alcoolique ou en début de fermentation alcoolique ou en fermentation malolactique selon l'espèce qui nous intéresse. On va prendre aussi des échantillons, pas seulement de vin, mais d'autres produits. Parce que, en général, ces levures ou bactéries, on va les retrouver pas seulement dans le vin, mais dans d'autres produits. Et c'est intéressant de les comparer pour savoir si ce sont les mêmes ou pas. Donc, je vous ai mis par exemple ici le cidre, qui est une boisson fermentée très proche du vin en termes de composition et en termes de process. Les micro-organismes qui se développent dedans sont sensiblement les mêmes. Et puis, il y en a d'autres, on peut aller sur l'industrie laitière, etc. Deuxième étape, quand on a tous ces échantillons, on va isoler les souches, donc chaque micro-organisme, on va l'isoler
par une technique particulière qu'on fait dans les laboratoires. Ça fait ce genre de petite boîte circulaire, la boîte en plastique, ça fait une dizaine de centimètres de diamètre à peu près. Et chaque petite tache de couleur que vous voyez, c'est un micro-organisme différent. C'est une souche différente. Ça pourrait très bien être différentes espèces ou la même espèce, mais différentes souches, c'est-à-dire différents individus comme vous et moi. Et la dernière étape, eh bien, on va employer ces méthodes d'analyse génétique ou génomique sur chaque micro-organisme isolé. Ça veut dire des centaines ou des milliers de micro-organismes qui vont être analysés par ces méthodes, pour chaque souche qui nous intéresse. Et ces analyses vont nous permettre d'identifier l'espèce à laquelle appartient le micro-organisme, mais également la souche, et puis les caractéristiques de la souche pour pouvoir la différencier des autres souches de cette espèce-là. Donc, par exemple, lorsque l'on analyse l'ADN de différentes souches de Saccharomyces cerevisiae, vous en avez 4 ici, eh bien on va pouvoir, grâce à cette séquence d'ADN, donc l'ADN c'est ATGC, ce que vous avez représenté par des lettres au-dessus, lorsque chaque souche ayant son propre ADN, sa propre séquence d'ADN, en les comparant, ces séquences, on va pouvoir tracer un arbre de distance, comme ici, qui est exactement l'équivalent d'un arbre généalogique. Sauf que c'est extrêmement fiable, extrêmement précis, et ça nous permet, quelle que soit la souche, de la positionner par rapport aux autres. Et puis on peut faire d'autres analyses à partir de ces données, bien sûr. Alors, maintenant, la question qui vous intéresse, existe-t-il des souches de terroir? Donc je vais vous donner 3 exemples pour une levure non Saccharomyces, une levure Saccharomyces cerevisiae, et puis la bactérie lactique. Donc je vais vous décrire des souches de ces 3 espèces-là. Ça va être sensiblement les 3 mêmes diapositives que vous allez voir maintenant. Donc la levure non Saccharomyces, j'ai choisi Torulaspora delbrueckii. Donc une étude qui a été publiée il y a quelques années maintenant, où près de 110 souches de Torulaspora delbrueckii ont été collectées dans différents laboratoires à travers le monde, et des souches qui provenaient du vin, mais d'autres produits également, de cidre, de produits laitiers et d'autres environnements, comme vous pouvez le voir. Donc toutes ces souches ont été collectées, analysées d'un point de vue génétique, et ça a permis de tracer donc un arbre de distance. Donc ce que vous voyez, tous les traits, chaque trait correspond à l'extrémité du trait, il faut imaginer qu'il y a une souche, et plus un trait, plus une souche est sur un trait éloigné d'une autre, et bien plus elle est, d'un point de vue évolutif, éloignée de cette autre souche. Donc par exemple ici, vous voyez des colorés en rouge, bleu, vert, jaune, 4 groupes de souches qui sont, toutes les souches d'un groupe sont relativement proches les unes des autres. Vous voyez par exemple un groupe de souches qu'on a retrouvé exclusivement dans le vin. Donc toutes les souches du vin sont proches les unes des autres et elles sont dans le même groupe. Et elles sont éloignées de toutes les souches d'autres environnements technologiques, industrie laitière en particulier, et puis autres qui sont en bleu. Par contre, celles-ci, elles forment un autre groupe. Et puis ces deux-là sont éloignées de souches environnementales, c'est-à-dire qui viennent de plantes ou de l'environnement, qui sont représentées par les 2 autres groupes en vert. Donc qu'est-ce que ça montre ça? Eh bien, ça montre que les souches sont adaptées à des produits. En fabriquant du vin ou en fabriquant d'autres produits comme des produits laitiers, on a forcé l'évolution, on a créé des environnements qui ont forcé l'évolution de ces micro-organismes pour s'adapter à ces environnements. Et donc on a domestiqué des micro-organismes, exactement comme on a domestiqué des animaux domestiques. On les a fait évoluer pour qu'ils produisent plus de lait, par exemple, si on considère les bovins. Et c'est exactement la même chose pour les micro-organismes. En fabriquant des produits alimentaires, on a créé de nouveaux environnements qui n'existaient pas dans la nature, et on a forcé les souches qui existaient naturellement à se spécialiser et à devenir spécifiques de ces environnements. Donc on a des souches du vin et on a des souches d'autres choses. Et les souches du vin, si on les regarde un petit peu plus précisément, eh bien, il n'y a pas de distinction entre elles en fonction de leur origine géographique. Nous, ce qui nous intéresse de savoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des souches de terroir? Eh bien, il pourrait y en avoir si ces souches du vin, elles se différenciaient en fonction de l'origine géographique d'où elles proviennent. Eh bien, ce n'est pas le cas.
quand on regarde à l'intérieur de ce groupe rouge, on ne voit pas de différence en fonction de la géographie. Un deuxième exemple, donc c'est Saccharomyces cerevisiae. Cette fois-ci, c'est la levure qui fait la fermentation alcoolique, donc qui transforme le sucre en alcool et qui fait beaucoup d'autres transformations qui vont moduler la qualité du vin. Donc plus de 1000 souches de Saccharomyces cerevisiae, donc plus de 1000 individus, ont été isolés, collectés. Elles provenaient du vin. Alors en rouge en bas, ce que vous voyez, c'est la proportion de souches qui venaient du vin, mais de différentes origines géographiques. En vert, vous avez les souches, la proportion de souches qui venaient d'autres produits alimentaires, le pain, puisque les levures, vous le savez, Saccharomyces cerevisiae, on l'utilise également en panification, mais elle est également présente dans les laitages et puis dans les fruits et dans d'autres produits. Un arbre de distance, cette fois-ci, c'est un arbre phylogénétique parce que ce sont les génomes, donc l'ADN total de chaque micro-organisme qui a été analysé. Donc l'arbre qui est obtenu, c'est celui-ci, donc il est un petit peu plus compliqué que le précédent, mais c'est la même chose. À l'extrémité de chaque trait ou chaque branche, il y a une souche. Et le résultat que l'on voit, c'est exactement le même que pour Torula spora. On a des groupes de souches en fonction des produits à partir desquels ont été isolées les souches. Celles qui sont présentes dans le vin forment tout un groupe. Elles sont toutes localisées ensemble, vous les voyez ici en rouge. Et puis, assez proche d'elles, on voit des souches qui sont adaptées à la production de bioéthanol. Et puis, on en voit d'autres qui sont plutôt associées au laitage, d'autres à la bière, etc., etc. Donc, la conclusion, quand on regarde cette distribution, c'est la même que précédemment. On a des souches qui ont vraiment évolué, qui se sont adaptées pour se spécialiser au vin. Mais quand on regarde les souches du vin, leur origine géographique ne les différencie pas. On n'a pas de groupement en fonction de leur géographie. Et le dernier exemple, c'est la bactérie. Donc la bactérie levure, ce sont des micro-organismes très très différents d'un point de vue évolutif. Donc on peut espérer là voir une situation différente. Donc Eunococcus soni, c'est la bactérie lactique. Même stratégie que pour les deux autres. Un grand nombre de souches ont été collectées dans les laboratoires, mais également à partir d'échantillons de vin partout dans le monde. Et pas seulement du vin, du cidre également et du kombucha. Le kombucha, c'est un thé qui est fermenté, additionné d'un peu de sucre pour être fermenté légèrement. Et des Eunococcus soni se développent dans ce produit-là. Ce sont pour l'instant, les seuls produits dans lesquels on l'a détecté. Vin, cidre, kombucha. C'est une bactérie qui est ultra spécialisée. Alors, l'arbre phylogénétique qui a été obtenu à partir de un peu plus de 200 souches de cette bactérie, vous le voyez ici. Donc, c'est un arbre où l'on distingue très clairement, quand on est spécialiste, 4 grands groupes. Vous le voyez par la distance, encore une fois, la distance évolutive qu'il y a entre les souches, qui sont toujours à l'extrémité des branches. Donc, 4 grands groupes. Toutes les souches du vin appartiennent à ce groupe qui est indiqué ici en rouge. Alors, il est beaucoup plus volumineux que les autres, pas parce qu'il est plus gros, ce groupe-là, pas parce qu'elles sont plus diverses, ces souches, mais simplement parce qu'on en a plus. On a isolé plus de souches du vin, donc c'est un groupe qui est beaucoup plus long. Mais ça n'a rien à voir avec l'évolution de ces souches-là. Quoi qu'il en soit, ce que vous voyez, c'est que, encore une fois, on a un regroupement en fonction des produits à partir desquels ont été isolées les souches. Un petit peu plus précisément, dans ce cas-là, puisqu'on a pu regarder plus finement, dans le détail, cet arbre-là, et on voit ce qu'on peut appeler des sous-groupes à l'intérieur de ce groupe rouge. On peut différencier très clairement des sous-groupes de souches qui sont très proches d'un point de vue évolutif entre elles et qui s'éloignent des autres, de toutes les autres. Là, vous en avez un qui est illustré en jaune. Toutes ces souches-là, ce sont des souches qui ont été isolées exclusivement de vins blancs produits en Bourgogne ou en Champagne. Ce sont des vins dont l'acidité est très importante. Et ces souches-là, ce sont les meilleures pour résister dans ce type de vin. Les fermentations malolactiques, dans ce type de vin, spontanément se font en général avec ces souches. Et par contre, ces souches-là, si on essaie de les inoculer dans des vins rouges, elles ne survivent pas. C'est-à-dire qu'elles ont évolué non seulement en s'adaptant au vin, mais en se spécialisant encore plus
à certains types de vins, et là, un type bien particulier de vin, elles ont perdu l'adaptation au vin rouge, elles ne se développent que dans ces vins noirs. Donc encore une fois, des souches qui sont adaptées à des produits, à certains types de produits, certains types de vins. Et quand on regarde au niveau géographique, donc est-ce qu'on a, parmi ces sous-groupes rouges-là, est-ce que l'on aurait une distribution géographique particulière? Eh bien, pas du tout. Quelle que soit la région que l'on considère, on va pouvoir trouver des souches qui appartiennent à tous les sous-groupes de ces souches de vin. Donc, pas de distribution géographique qui pourrait expliquer cette diversité de souches. Donc, la conclusion, je n'ai pas fini, hein, je vais être un petit peu plus long. Mais la conclusion de ces premières diapositives, c'est existe-t-il des souches de terroir? Bien, la réponse, c'est non. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a dans chaque région vitivinicole des centaines, des milliers ou probablement des dizaines de milliers de souches de chacune des espèces que je vous ai présentées, dans chaque région. Mais elles ne sont pas figées dans les régions. Elles ne vont pas se poser là et puis y rester. Il faut imaginer qu'elles sont transportées, ce sont des micro-organismes qui sont transportés par les insectes, les oiseaux, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Vous avez vu récemment à quel point un virus peut se transporter très rapidement à travers la planète. Imaginez que les micro-organismes, levure, bactéries, c'est exactement la même chose. Ça peut se déplacer très rapidement d'une région à une autre, même si elles sont très distantes. Il y a tout un tas de moyens de transport pour les accompagner. Donc il y a dispersion et il n'y a pas de souche spécifique de région ou de terroir. Maintenant, il y a une question qui est souvent posée par les professionnels, c'est la question des souches de cru. Alors, on peut considérer cette question-là en parlant de souches qui seraient les mêmes d'une année à une autre dans un chai de vinification. Une exploitation pourrait avoir des souches de cru, c'est-à-dire des souches qui seraient les mêmes d'une année à l'autre. Pourquoi pas? Là, on a un local qui n'est pas clos, mais qui entretient, parce que tous les ans, on va produire des milliards et des milliards de ces micro-organismes lorsque l'on fait les fermentations, dans ces chais, donc pourquoi pas avoir des souches qui y restent. Donc, je vous présente ici une étude qui est suivie par Isabelle Mazneuf depuis près d'une trentaine d'années maintenant. Donc, c'est une étude dans une exploitation bordelaise qui réalise des fermentations spontanées. Et donc, Isabelle a regardé quelle était la diversité des souches de Saccharomyces cerevisiae à chaque millésime dans cette exploitation. Alors, le graphique que vous avez là est absolument pas facile à lire et je ne vais pas vous le faire, mais considérez juste que tous les petits points ou traits que vous avez, ça peut grosso modo correspondre à des souches qui sont positionnées les unes par rapport aux autres. Et chaque couleur, c'est un millésime. Donc, il y a plusieurs souches par millésime. Et puis, vous voyez que finalement, les couleurs se séparent bien. Ça veut dire que les millésimes se séparent. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout à fait les mêmes souches d'un millésime à l'autre. Ce qu'il faut considérer, alors plus schématiquement, comme ça sera peut-être plus clair, les levures, c'est les petites taches de couleur là, que je vous ai faites. Et quand elles ont des couleurs différentes, ce sont des souches différentes. Voilà, c'est tout. Donc il faut considérer que dans une exploitation, dans un chai, on va avoir quelques dizaines ou centaines de souches différentes au cours d'un même millésime. C'est vrai pour Saccharomyces cerevisiae, c'est vrai pour les bactéries, Monococcus soni, c'est vrai pour les autres levures dans Saccharomyces, etc. Et au millésime suivant, N+1, N+2, eh bien, on va avoir toujours quelques dizaines ou centaines de souches, certaines des souches qui vont persister d'un millésime à l'autre, peut-être pendant 2 ans, 3 ans, un petit peu plus, mais il y a un changement des souches au cours du temps. Et petit à petit, on va complètement perdre la population qui était présente à l'origine au millésime N. Alors, la question des souches de cru, elle peut être aussi considérée au niveau de est-ce qu'il existe dans ce cru-là, dans cette exploitation, une ou plusieurs souches qui sont spécifiques à ce cru, c'est-à-dire qui sont dans ce cru et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors, pour faire rapidement, non, ça n'existe pas. Si on compare des chais, les souches qui sont présentes dans différents chais, on va retrouver des mêmes souches. Ce n'est pas strictement les mêmes, mais une souche qui est présente dans un chai, on va la retrouver
dans le chai du voisin ou dans un autre à 100 km de là, ou parfois à 5000 km de là. Ces souches se dispersent et donc ce ne sont pas les mêmes. Alors ça pose une autre question qui est aujourd'hui la sélection des souches de crues, c'est quelque chose qui est devenu assez courant dans la région en particulier. Alors oui, c'est intéressant parce que c'est une souche qui effectivement est présente à un moment donné dans l'exploitation, mais ce qui est sûr, c'est que cette souche, elle est peut-être déjà présente dans d'autres exploitations, ou ce qui est certain, c'est qu'à l'avenir, elle le sera. Parce que si une exploitation utilise sa propre souche, il va la disséminer dans l'environnement et elle va aller se propager ailleurs. Donc à cette question, est-ce qu'il existe des souches de crues? Selon les deux critères que je vous ai présentés, la réponse, c'est plutôt non. Non, parce que les souches du chai peuvent changer d'une année à l'autre. Elles viennent en grande partie de l'environnement, c'est-à-dire elles sont présentes à la surface des baies de raisin qui sont collectées ou déjà présentes dans le chai, mais celles qui sont présentes dans le chai vont changer parce qu'il y a celles de l'environnement qui arrivent et qui vont les pousser un petit peu, et donc petit à petit, au cours des ans, celles-ci vont disparaître. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est de considérer aussi que les souches qui sont présentes dans le chai vont repartir, certaines d'entre elles, dans l'environnement et se disséminer dans l'environnement. Et, comme je vous l'ai présenté il y a quelques diapositives, eh bien, d'une région à une autre, on va aussi avoir des échanges. Donc, une région qui est à 5000 km de Bordeaux peut très bien échanger des souches avec Bordeaux, et ces souches-là peuvent finir dans les châteaux bordelais. C'est ce qui se passe en permanence. Alors, pour conclure, je vais quand même aborder la controverse, c'est-à-dire la controverse, c'est entre des personnes, donc qui sont les acteurs de cette controverse. Alors, il y a nous, bien sûr, vous avez compris. Alors, c'est pas qu'on est bordelais, je pense que la communauté française, vous allez voir, la communauté de microbiologistes françaises, elle est plutôt d'accord. On a plutôt le même avis. Mais il y a d'autres acteurs, bien sûr. Si nous, on a un avis, c'est qu'on est en train de s'opposer à d'autres. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Il y a deux types d'individus avec lesquels on a une controverse. Alors, ce n'est pas tous les vignerons, mais c'est certains vignerons, bien sûr. Parce que, je vous ai parlé de levure de crue, de bactéries, de micro-organismes de crue, micro-organismes de terroir, c'est quelque chose qui est plaisant pour les vignerons de justifier qu'ils ont des micro-organismes de crue ou de terroir. On pense que non. D'après ce que je vous ai présenté, nous, scientifiquement, on n'a pas d'arguments qui vont dans ce sens-là. Et ça, ce n'est pas une histoire nouvelle, ce n'est pas récent. Ça fait très longtemps que Émile Pénaud avait fait ces remarques-là. Quand il rapporte dans son ouvrage les échanges qu'il a pu avoir tout au long de sa vie avec des vignerons, pas que bordelais, du monde entier, alors ce qu'il dit, je vous le lis, c'est que beaucoup de vignerons pensaient que les levures faisaient partie du terroir, qu'elles expliquaient les différences de qualité entre les vins, et que chaque cru aurait eu ses familles de levures différentes de celles de ses voisins. Voilà. Et il conclut en disant que ceci est tout à fait faux. C'est sans appel. Alors, il n'avait pas les arguments scientifiques que l'on a aujourd'hui, mais il en avait déjà quand même quelques-uns, et il avait fait cette conclusion à laquelle on adhère tout à fait, nous, aujourd'hui. Alors, maintenant, les vignerons, je suis navré, je ne veux pas les accabler, puisque jusqu'à présent, je dis que du négatif, mais il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire dans leur activité, et ils ont un mérite remarquable, qui est que ce sont les vignerons qui produisent des souches, des nouvelles souches, et qui alimentent l'environnement. En faisant du vin, ils créent des environnements qui ne sont pas des environnements naturels. Le vin, on ne le trouve pas dans la nature. Ils créent des environnements nouveaux dans lesquels des souches qui n'étaient pas forcément adaptées au vin ou à ces types de vins, eh bien, vont évoluer génétiquement, s'adapter. On appelle ça de la domestication, et se faire à ce vin-là. Donc ça va être pendant un certain temps des souches spécifiques de leur cuve ou de leur chai, mais très vite, ces souches, ils vont les propager dans l'environnement et ensemencer les terroirs. Et ça se fait depuis qu'on fait du vin. Les souches de Saccharomyces cerevisiae
qui font du vin, elles n'existaient pas avant que l'on fasse du vin. Simplement, ce sont des souches environnementales qui se sont adaptées. Alors, on fait du vin, vous avez ici quelques éléments historiques, hein, depuis à peu près 10 000 ans. Enfin, on a les premières traces qui datent à peu près de cette période-là. Premières traces de chais de vinification qui ont commencé dans les régions en Arménie, Géorgie actuellement à peu près, et puis en Égypte un petit peu plus tard, en Grèce antique, en Rome, Rome antique, etc. Et c'est arrivé jusqu'à nous. À chaque fois, ce sont des types de vins différents qui ont été produits et qui ont amené à de nouvelles souches. Et aujourd'hui, quand je vous parlais de vins blancs de Bourgogne ou de Champagne, ça ne fait pas des millénaires qu'ils sont produits. Et les souches qui se développent dans ces vins-là sont apparues, ont été créées, il n'y a que quelques centaines d'années, pas plus que ça. Elles apparaissent vraiment très vite. Et je suis certain que chaque jour, dans les cuves qui sont en fermentation aujourd'hui, de nouvelles souches sont en train d'apparaître, peut-être meilleures que les autres. Alors, il y a d'autres acteurs avec lesquels il y a une controverse, c'est les scientifiques entre eux. Alors, vous l'avez compris d'après ce que ma collègue Isabelle a expliqué précédemment. C'est surtout des scientifiques qui viennent d'horizons différents. On va dire que plutôt du côté européen, ça va être notre avis, enfin c'est l'avis que l'on partage, et du côté anglo-saxon, il y a un avis qui est un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'on ne considère pas la définition des terroirs microbiens ou des micro-organismes de terroir de la même manière. On ne met pas les mêmes mots sur ces définitions-là. Pour plutôt nos collègues anglo-saxons, ils considèrent comme un fait que l'ensemble des micro-organismes environnementaux qui sont présents en vignoble vont avoir un impact direct sur la qualité du vin. Pour nous, ça, ce n'est pas démontré. Comme l'a expliqué Isabelle, on ne voit pas ça. Les micro-organismes fermentaires, oui. Mais les autres, est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur la qualité de développement de la plante et la qualité de la baie? Mais cet impact-là n'est pas encore démontré scientifiquement. Et il est probablement bien inférieur à l'impact que vont avoir les espèces qui se développent dans le vin, les espèces de levures non Saccharomyces ou bactéries. Alors, de notre côté, nous, ce que l'on pense, c'est que au niveau des micro-organismes du vignoble, oui, il pourrait y avoir des micro-organismes de terroir si on démontre qu'ils ont un impact direct sur la qualité, le développement de la plante ou la qualité de la baie, la composition de la baie. Et pour les micro-organismes du vin, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce que je vous ai présenté. Pour l'instant, les données que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas de lien génétique entre les régions et les micro-organismes. Il y a un lien entre le type de produit, le type de vin et le micro-organisme. Et ces gènes, son ADN, mais pas la région. Alors, pour terminer quand même, peut-être qu'on va finir par trouver un terrain d'entente entre scientifiques. Hein. Il y a quelques espoirs, au moins sur certains terroirs. Puisqu'il y a quand même des terroirs qui sont très spécifiques, où les micro-organismes vont avoir un stress très particulier et où là, il peut y avoir une sélection bien particulière. Ça peut être sur des terroirs ou sur certains types de vins. On en a déjà des évidences. Mais ça va être des cas particuliers. Des micro-organismes fermentaires de terroir ou des micro-organismes environnementaux de terroir, au sens, à la définition où nous, on l'entend, ça va être des exceptions. Mais on devrait être d'accord au moins là-dessus. Voilà, je vous remercie, et puis je remercie encore une fois tout le comité d'organisation pour cette invitation à faire cette présentation. Merci beaucoup. Allô, oui, ça marche, pardon. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais vous lancer du coup la catchbox. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, il faut parler bien près du micro. Merci. J'avais une question concernant, vous avez mis en évidence qu'il n'y avait pas forcément de micro-organismes de terroir,
mais par rapport à la présence ou l'absence. Mais est-ce que par rapport au nombre et en fonction des régions, par exemple, ou des terroirs, est-ce qu'il y aurait des dominances en fonction des micro-organismes? Dans telle région, plus de telle population de souches de levure, ou dans une autre région, une autre proportion? Au niveau du vignoble, enfin, je vais peut-être laisser Isabelle répondre par rapport au vignoble, mais je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'informations et je ne sais pas si ça aurait un impact quelconque sur la qualité du vin. Après, au niveau du vin, les micro-organismes se développent dans le vin. Les populations qui sont présentes dans le vignoble et que l'on va retrouver dans le mou au tout début de la cuvaison, leur niveau de population est très faible, relativement faible. Elles vont se multiplier, ça va être x 10, 100, 1000 ou beaucoup plus que ça encore dans le vin par la suite, et c'est quand elles atteignent ces niveaux de population très importants qu'elles vont avoir un impact significatif. Donc il y a comme un effet de lissage, je pense, même entre différentes régions qui pourraient avoir des populations initiales un petit peu différentes, tout ça, ça va se lisser dans le vin, pour ce qui est des micro-organismes du vin en tout cas. Alors c'est vrai que dans les études que l'on a présentées, donc c'est vu sous l'angle de l'analyse de l'ADN, et il n'y a pas d'indication de niveau de population ou de quantification de micro-organismes. Et on a peu de travaux qui rapportent cet effet de la géographie sur la quantification des micro-organismes à ces échelles-là. En revanche, on connaît très bien, moi il y a quelques années, je m'étais amusée à faire une cartographie des quantités, par exemple, de levure présentes à la surface du raisin à l'échelle d'un vignoble. Et effectivement, d'une parcelle à l'autre, on peut avoir de la variation qui peut être pérenne dans le temps. Malheureusement, on n'a pas pu conduire l'étude de façon sur une période longue, mais on peut très bien imaginer que dans des zones où l'humidité est plus importante que d'autres, où il y a une sensibilité aux pathogènes, on ait des changements dans les niveaux de population. On sait qu'il y a un effet millésime. Certains millésimes, on a un état sanitaire de la vendange qui est assez aléatoire. Il est clair que cela va avoir un impact sur les niveaux de population, par exemple de Saccharomyces cerevisiae, présents à la surface de la baie de raisin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de données majeures sur ces aspects-là. Après, au niveau du sol, il y a des indicateurs qui permettent de mesurer l'abondance des micro-organismes présents. Et là, il y a quelques résultats qui montrent moins encore une fois sur l'impact de la géographie, mais plus concernant l'impact, par exemple, de différents paramètres, du pourcentage d'argile, du pH du sol, de la présence de cuivre, qui peut y avoir un impact sur l'abondance des micro-organismes. Très bien, merci. Et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se poser la question des pratiques culturales ou éventuellement des techniques de vinification, enfin du bio, du pas bio, du désherbage chimique, des désherbage mécanique, pour juger l'évolution des micro-organismes plutôt que de prendre sur le prisme du terroir? Est-ce que c'est des choses qui ont été essayées? Alors, effectivement, il y a beaucoup de travaux, ce n'était pas l'objet de la question ce soir, hein, mais il y a beaucoup de travaux qui ont eu pour vocation d'étudier l'impact du mode de conduite, par exemple, bio-conventionnel, biodynamie, sur la diversité des micro-organismes présents au vignoble. Alors, de ce point de vue-là, et il y a aussi des travaux sur les pratiques culturales au niveau du sol. Moi, je ne suis pas une experte de la microbiologie du sol, mais il y a des résultats qui montrent qu'effectivement, on peut avoir des variations dans les communautés microbiennes, dans les abondances, en fonction de l'enherbement, du travail du sol, en fonction du niveau de déshydratation du sol, de l'humectation, etc. Au niveau des micro-organismes fermentaires, il y a eu également beaucoup de travaux qui ont été faits de l'impact du mode de conduite sur le raisin à maturité. Et là, je dois dire qu'on a encore une controverse
parce que finalement, les résultats ne sont pas les mêmes en fonction des équipes scientifiques. Alors, peut-être qu'il s'agit d'une fausse controverse, c'est peut-être lié au fait que les travaux sont menés dans différentes régions dans le monde entier, avec des pratiques culturales, des traitements phytosanitaires différents, et de sorte qu'il est difficile d'avoir une vision objective et qu'on puisse comparer les différentes situations entre elles. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à l'échelle de Bordeaux, on a mené un travail il y a quelques années sur la diversité de Saccharomyces cerevisiae au vignoble, et on a montré que la diversité de Cerevisiae est plus importante en conventionnel qu'en bio, paradoxalement. Voilà, ce qui a été démontré de façon inverse dans d'autres régions, par exemple au Portugal. Alors l'hypothèse que l'on aurait pour expliciter ce résultat à Bordeaux, qui est somme toute assez rassurant parce qu'on pose beaucoup de questions sur est-ce que par ces traitements, ces approches, on altère la diversité des micro-organismes qui sont présents au vignoble, etc. Alors l'hypothèse sous-jacente que l'on a, c'est que il faut toujours avoir une approche globale, et en conventionnel, il y a par certains traitements, on peut limiter des populations d'autres micro-organismes comme les champignons filamenteux, qui s'ils sont plus présents en bio et moins présents en conventionnel, favoriseraient la présence de Cerevisiae en conventionnel par rapport au bio. Voilà. Donc j'ai conscience que c'est pas un résultat qui est facile à entendre, mais il est celui-ci. Et encore une fois, c'est le résultat qu'on a obtenu sur Bordeaux, mais qui a été obtenu de façon opposée dans une autre région viticole. Donc le message, c'est que du point de vue des scientifiques, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de consensus sur cette question-là, du point de vue de la diversité des micro-organismes sur face baie de raisin. Alors, je profite que le micro circule pour poser une question d'un spectateur sur Zoom, donc à distance. Le concept de levure de terroir n'est-il pas une idée purement marketing ? Moi, je dirais qu'il peut être utilisé à des fins marketing complètement, aucun souci. Et c'est actuellement le cas, parce qu'il y a une revendication dans le discours de dire on a sélectionné notre propre levure associée à notre terroir et on va réaliser nos vins avec cette propre levure. Mais je ne voudrais pas opposer l'aspect marketing qui est tout à fait louable à l'aspect scientifique. C'est un discours aussi qui peut servir le domaine de dire qu'il s'est engagé dans la sélection de sa propre levure qui peut être mise à disposition pour réaliser les fermentations. Voilà. Mais c'est clair que de revendiquer que c'est une levure de terroir, enfin, c'est une levure qui vient de son terroir, mais qui, au sens où l'a explicité Patrick, c'est-à-dire que ça sera une levure qui sera exclusivement présente dans ce cru ou qui, à l'origine, n'était pas présente dans les autres crus, c'est quelque chose qui n'est pas démontré scientifiquement. La démarche est différente quand on a des domaines viticoles qui s'engagent, par exemple, dans la sélection clonale des cépages, où là, ils implantent des clones qui ont été sélectionnés et qui restent de façon pérenne au vignoble. Pour les levures, on peut faire la sélection clonale et faire une sélection à façon pour un domaine viticole, mais il n'y a aucune certitude, on l'a bien montré, que cette levure restera circoncise au domaine viticole et qu'elle ne se retrouvera pas chez le voisin, par exemple. Si je peux rajouter, alors je suis d'accord tout à fait sur l'aspect marketing, mais c'est pas que du marketing. On voit fréquemment cette mention sur les étiquettes ou les contre-étiquettes des vins, de la présence, de l'utilisation de levure du terroir. Ça relève très souvent, je pense, d'une démarche sincère des vignerons qui ont eu la volonté, le souhait d'utiliser les micro-organismes qui sont présents sur leur terroir. Après, c'est un manque de connaissances scientifiques, un peu mea culpa, puisqu'on ne communique pas assez, donc j'espère qu'aujourd'hui c'est l'occasion, sur les données que l'on a auprès du grand public et des vignerons. Mais il y a quand même pas que du marketing, il y a une bonne part de sincérité dans la démarche de ces vignerons.
D'autres questions en salle, peut-être? Il y a beaucoup de questions en ligne, donc n'hésitez pas. Je vais en poser une autre du coup en ligne. Observez-vous dans l'environnement l'apparition de souches de levure sélectionnées, des souches commerciales, qui deviendraient majoritaires sur baies? Alors, on a également des résultats scientifiques sur cette question, encore une fois dans le contexte bordelais, parce que c'était aussi une question assez prégnante de savoir si depuis 40, 50 ans s'est développée la pratique du levurage dans de nombreuses régions viticoles, ce qui a un impact sur les levures de l'environnement et la diversité des levures. Alors effectivement, on a montré, comme l'a explicité Patrick, dans la même logique, d'avoir un système ouvert, le chai contribue à ensemencer le vignoble. Et donc, lorsque l'on utilise des levures sélectionnées à la cave, il est tout à fait possible de retrouver ces levures disséminées dans l'environnement. Alors, c'est un environnement proche, puisqu'on a montré que c'est sur un rayon de 300 à 400 mètres autour de la cave. Alors, ces levures qui sont des levures qui avaient été sélectionnées, il faut rappeler quand même qu'elles sont sélectionnées à partir des levures du vignoble, donc voilà, la boucle est réalisée. Elles sont évidemment amplifiées par le système de la vinification, où là on rejoint cette question des populations, on va aller jusqu'à des millions de cellules par millilitre, donc c'est une chambre d'amplification, et suite aux fermentations, ces levures vont être disséminées dans l'environnement proche de la cave. Et ensuite, dans l'environnement, elles vont retrouver leurs copines et elles vont évoluer dans l'environnement à nouveau. Et finalement, est-ce que c'est un problème qui peut être posé? Je dirais non, puisque finalement, les souches du vignoble qui ont été sélectionnées pour étant des levures pour ensemencer les mous de raisin, elles vont se retrouver dans la cave et ensuite la cave va les incorporer dans l'environnement, dans le vignoble. Et finalement, le vigneron là contribue à ensemencer le vignoble par des levures qui sont très performantes pour l'année suivante et les années à venir, puisque ce sont des souches qui auront été sélectionnées par la main de l'homme pour réaliser des fermentations et réaliser des bons vins, et vont se retrouver dans l'environnement pour être ensuite réintroduits dans la cave. Donc c'est une sorte, on pourrait considérer, de cercle vertueux, et il n'y a pas de conséquences sur la diversité des souches en présence. Et moi, j'ai réalisé beaucoup de travaux sur les bactéries, donc sur la même question au niveau bactéries. Et là, on n'a pas de dissémination dans l'environnement, puisque quand on isole des milliers de bactéries à partir de vins collectés non ensemencés avec des micro-organismes commerciaux, mais dans des régions ou parfois même des exploitations qui ont utilisé ou qui utilisent des micro-organismes, enfin des bactéries commerciales, on ne les retrouve pas. D'une année à l'autre, on ne va pas forcément les retrouver. Ou alors à des niveaux de population qui sont équivalents à ceux de toutes les autres bactéries sauvages ou indigènes qui étaient présentes dans l'exploitation ou dans le terroir. Donc il n'y a pas un envahissement par les bactéries commerciales. Pas d'autres questions en salle? Bonsoir. Est-ce qu'à notre échelle, on observe déjà des changements de souches liés au réchauffement climatique? Alors, dans l'environnement, on n'a pas de résultats encore probants. Quand on travaille sur le changement climatique et l'impact, par exemple, sur le micro-organisme, il faut s'inscrire dans la durée pour avoir des résultats robustes. En revanche, on pourrait dire qu'indirectement, c'est le raisin qui va sélectionner ces levures. Parce qu'avec le changement climatique, on a une connaissance que actuellement, on l'a vu avec les données d'un grand programme de recherche mené par INRAE au niveau national et international qui s'appelle le projet La Cave.
On a vu qu'à Bordeaux, la composition des raisins évolue et sur une moyenne décennale, on a grosso modo une augmentation de 1% d'alcool et une chute de 0,9 g par litre d'acidité dans les raisins et dans les vins. Et bien sûr, c'est cette modification du titre alcoométrique du vin et l'acidité peut entraîner certainement des modifications dans la sélection naturelle des levures indigènes qui fermentent à la cave. Donc on pourrait imaginer indirectement, par cette modification de la matrice, qui est le support du développement de ces levures, on puisse avoir une sélection interne des levures. Mais ce sont encore des hypothèses de travail qui mériteront d'être développées dans l'avenir. Oui, c'est simplement parce qu'on n'a pas encore les outils génétiques, c'est-à-dire quand on analyse l'ADN des micro-organismes, une augmentation, le changement climatique, comme l'a dit Isabelle, va faire augmenter par exemple la teneur en éthanol, un petit peu, et les micro-organismes doivent évoluer génétiquement pour trouver de nouvelles solutions de résister à cette augmentation. Donc il y a probablement différentes mutations qui vont survenir et qui vont conférer une meilleure résistance à cette augmentation. C'est sans doute déjà fait dans les cuves en fermentation. Ces micro-organismes-là sont déjà sans doute apparus et d'autres vont apparaître. Et, alors si on ne parle pas changement climatique, mais changement de pratique, par exemple, on a ce que je vous ai dit là, l'évolution des micro-organismes dans un contexte provoqué par l'homme, c'est-à-dire on fait du vin, on crée un environnement, c'est de la domestication. On isole des micro-organismes de l'environnement, on les isole de leurs souches sauvages, et ça, c'est de la domestication. Eh bien, on va voir cette domestication à des niveaux d'alcool plus élevés, et on l'a déjà vu, par exemple, là, on connaît des gènes qui ont été acquis pour résister à la présence de sulfites. Quand on s'est mis en vinification à utiliser des sulfites, ça a imposé un stress aux micro-organismes et on a identifié, chez la levure en particulier, chez la bactérie on le soupçonne aussi, un gène qui permet une meilleure résistance aux sulfites et qui est présent chez les souches qui se développent bien dans le vin. Donc la même chose, quand l'environnement vin va changer, les micro-organismes vont évoluer pour s'y adapter. Mais on n'est pas capable de tout mesurer, de mesurer facilement ces changements. Question sur les micro-organismes qui perdurent d'un millésime à un autre millésime. Sur quel support peuvent-ils perdurer? Et question subsidiaire, nous sommes en train de vivre un moment où beaucoup de cuviers sont renouvelés, beaucoup de constructions nouvelles, cuviers, de chais. Qu'est-ce que ça provoque? Est-ce qu'on voit s'installer, et à combien de temps on voit s'installer tout un équilibre microbien? Bon, voilà. Alors, on a des évidences, et d'ailleurs, le chercheur américain pour lequel j'ai beaucoup évoqué les travaux, là, Nicolas Bokulich, a fait un très joli travail avec ses approches d'ADN où il a montré qu'effectivement, avant la récolte, avant que les premiers raisins arrivent à la cave, effectivement, dans le cuvier, on voit présence d'ADN et présence, bon, là il y a aussi présence avérée de micro-organismes vivants à la surface du pressoir, dans les tuyaux, dans les pompes, dans le matériel de cuverie, au niveau des sols. Donc on a vraiment des preuves que ces micro-organismes sont présents dans l'environnement de la cave. Comment ils résistent? Alors, on sait depuis peu qu'ils adhèrent aux surfaces et ils forment ce qu'on appelle des biofilms. Donc, ils s'empilent les uns avec les autres. Les bactéries se mettent avec les levures. C'est un peu ce qu'on a au niveau dentaire, au niveau de la bouche, pour résister à des stress environnementaux, et ils subsistent dans l'environnement comme ça. Évidemment, dès qu'on récolte le raisin, la vendange, le jus va être au contact de ces matériaux qui hébergent des micro-organismes et il va y avoir un ensemencement naturel qui va se faire. La deuxième question, c'était... Alors, dans les nouveaux chais, c'est vrai qu'il y a peu de travaux qui ont été faits. Je crois qu'Aline Lonvaux, notre prédécesseur, avait mené un travail de ce type à Bordeaux. Et je sais que l'équipe d'Hervé Alexandre en Bourgogne a mené ce travail-là pour montrer comment, sur un chai neuf, la colonisation se fait. Alors, elle se fait dès que la première vendange arrive.
Et petit à petit, ces micro-organismes vont coloniser le chai. Néanmoins, les premières vendanges sont quand même un peu compliquées dans ces chais neufs parce qu'on n'a pas cette communauté microbienne, ce microbiote associé. Donc, il faudra quand même attendre plusieurs années avant que s'installe ce microbiote dans la cave qui contribue, qui concourt à ensemencer les vins pour réaliser les fermentations. Voilà. Oui, alors pendant que le micro se passe dans la salle, est-ce qu'on retrouve, donc une question sur Zoom, est-ce qu'on retrouve des levures spécifiques en fonction des cépages? À la surface DB, je ne sais pas. Il y a des travaux qui sont en cours à INRAE avec lesquels on participe pour étudier l'impact de l'utilisation de cépages résistants. Mais on ne peut pas vous donner de résultats puisque pour l'instant ces travaux ont juste démarré. Il est, dans la mesure où ces cépages sont résistants à certains ravageurs, enfin, il est possible qu'ils permettent une colonisation par les micro-organismes qui soit aussi sélective. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas encore démontré. On est en train de chercher si ça existe ou pas. Ensuite, au niveau du vin, oui, en fonction des cépages, la qualité, la composition du mou et du vin par la suite, c'est l'environnement du micro-organisme. Donc, tous les cépages ne vont pas avoir des populations, des types de micro-organismes forcément différents dans le vin, mais parce que leur composition reste quand même toujours relativement, enfin souvent elle est proche. Et je vous ai donné l'exemple de vin rouge, vin blanc, donc là on pourrait avoir ces types de vins par des cépages différents. Et là on a des micro-organismes qui sont très différents, au niveau bactérien en tout cas. D'accord. Je vous laisse la parole. Bonsoir. Est-ce qu'on sait si c'est plutôt les organismes présents naturellement au vignoble ou dans le chai qui vont participer aux fermentations et prendre le dessus sur les autres? C'est une question difficile parce qu'elle se situe au niveau de l'individu, de la souche. C'est-à-dire qu'il faut retracer, il faut mettre une balise Argos sur chaque souche pour savoir est-ce qu'elle vient du vignoble. Il faut bien préciser ce qu'on n'a peut-être pas une chose sur laquelle on n'a pas beaucoup insisté, c'est que les micro-organismes fermentaires, et ça c'est une des choses les plus, je trouve, extraordinaires de l'œnologie, c'est que les micro-organismes fermentaires, que ce soit les non-Saccharomyces, les Saccharomyces cerevisiae, les Œnococcus oeni, elles sont très peu présentes au vignoble, très peu présentes. Elles sont rarissimes. On a une baie sur 1000 qui héberge une souche de Cerevisiae. Pour Œnococcus, il n'y a pas beaucoup de travaux, mais c'est la même histoire. Et après, dans la cuve en fermentation, on va les retrouver à des populations de 100 millions de cellules par millilitre. Donc, c'est un processus assez extraordinaire qui se produit là. Votre question, c'était, est-ce que ça va être plutôt les micro-organismes du vignoble ou du chai? Effectivement, pour répondre à cette question-là, il faut qu'on se situe au niveau de la souche, de savoir, il faudrait qu'on arrive à quantifier avec une vision très large et identifier les souches qui viennent du vignoble, les souches qui viennent de la cave. Et ça demande une étude assez importante. Là encore, nos collègues bourguignons ont montré qu'effectivement, pour des non-Saccharomyces, on retrouve des souches qui sont présentes à la cave, qu'on va retrouver dans le mou en fermentation. Donc, pour l'instant, on a une preuve de la source double d'inoculum, le raisin et la cave. Mais dans la quantification, ça reste assez complexe et je ne sais pas si on pourra donner une réponse formelle parce que probablement en fonction du type de mou, de l'hygiène de la cave, des situations, de l'état sanitaire de la vendange, on aura des résultats différents en termes de quantification. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le système fonctionne comme ça. Il y a ces deux sources d'inoculum. Non, je suis d'accord. Ça va être probablement
très variable selon les millésimes, selon les mous et selon les techniques de vinification. Favoriser le développement de ceux qui étaient déjà là sur le matériel vinaire ou ceux qui viennent avec le raisin, ça va être très, très, très variable, je pense. Donc on n'aura pas une règle générale pour toutes les vinifications, ça c'est pas possible. Y a-t-il encore des questions dans la salle? Non. Alors, une dernière peut-être plus générale. Y a-t-il des virus modifiant l'activité des levures? Alors moi, je vais botter en touche parce que je pense que le domaine des virus est plus étudié chez les bactéries que chez les levures. Oui, des virus modifiant l'activité des bactéries, oui. Des virus modifiant l'activité des levures en œnologie, je n'ai pas connaissance. Au niveau des bactéries, ce que ça peut faire, tout simplement, un virus, c'est que ça va tuer la cellule. Donc ça, c'est tout à fait possible. Eunococcus soni peut être tué par des virus. Il y en a dans tous les vins, des virus qui vont attaquer spécifiquement Eunococcus soni. Donc on peut avoir des souches d'Eunococcus soni qui sont sensibles aux virus qui sont présents dans un vin et d'autres souches qui ne le seront pas. Ça, c'est une réalité. La destruction de populations entières de d'Eunococcus soni dans le vin par des virus, il y a eu quelques publications, quelques travaux qui ont été publiés qui l'ont suggéré. Aujourd'hui, on n'a pas encore de démonstration de ça, d'une élimination totale. Mais pourquoi pas, ça peut arriver, peut-être dans certains cas. Ou au moins ralentir des fermentations malolactiques, parce que ça fait diminuer des populations, ça peut avoir un impact comme ça, oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Merci pour votre présence. Et je voudrais juste remercier Sandrine qui est ici et qui m'a accompagnée depuis de longues années dans la mise à disposition d'échantillons pour étudier la biodiversité au cours du temps, le travail que vous a présenté Patrick. Et c'est formidable de pouvoir travailler avec des professionnels qui sont passionnés par le sujet et qui nous mettent à disposition des échantillons chaque année. Merci à toi. Merci. Alors, je vous rappelle que cette conférence peut être revue donc en replay sur le site à la fois de l'ISVV et de la Cité du Vin. Donc, vous pouvez vous rendre dans la médiathèque de la Cité du Vin. Et puis, donc, la prochaine conférence des vendanges du savoir, Gilles l'a dit, c'est le 1er décembre avec Ronan Raffray. Et puis, la semaine prochaine, l'activité de la Cité du Vin, ça, c'est la programmation Cité du Vin. On aura un ciné gourmand, donc c'est un film qui sera projeté et une dégustation mets et vins en lien avec le film. Et ce sera le chocolat avec Johnny Depp et Juliette Binoche. À très bientôt. Bonne soirée. Challenge.